Alors, ces épisodes de très forte chaleur sont de plus en plus fréquents en France. On en parle avec Yamina Saeb, co-autrice du GIEC, présidente du Laboratoire mondial des sobriétés. Bienvenue. Amaury Fiévez, vous êtes chercheur spécialiste de l'adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur. Et puis, nous parlerons également avec vous, Lucille Alonso, chef de service City Climate X, est-ce que je l'ai bien prononcé, chez Ingérop. Bienvenue à tous les trois. Pour revenir sur ces achats de climatisateurs qui grimpent en flèche, climatiseurs qui grimpent en flèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les Français, quand ils ont trop chaud, la conscience écolo, elle est à géométrie variable? Parce qu'on sait que finalement, cet air chaud qui est recraché par les climatiseurs, elle se retrouve dans la rue et donc elle produit aussi des gaz à effet de serre. Alors les gens, il faut pas être naïf. La question de la chaleur, c'est une question de santé publique. Et donc l'équilibre à trouver, c'est fournir aux citoyens des endroits habitables où leur santé n'est pas mise en danger. Plus on montera en température, plus nous aurons des vagues de chaleur plus intenses, plus longues, plus on devra rafraîchir nos bâtiments. Or, nos bâtiments n'ont pas été du tout, mais alors là, pas du tout, conçus pour ces températures-là. Vous parlez de quels bâtiments, par exemple? Les anciens bâtiments? Alors, même les nouveaux? Même les récents? Les seuls bâtiments qui restent un petit peu vivables quand il fait très chaud sont les bâtiments construits avant 1920. À partir de 1920, mais surtout à partir de la Seconde Guerre, tout ce qui a été construit après la Seconde Guerre, c'est un désastre, point de vue, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs. Vous partagez ce constat, Lucille? Alors oui, et on partage aussi ce constat sur le fait de pouvoir aménager les espaces extérieurs et que l'influence des espaces extérieurs est un élément clé également pour le refroidissement à l'intérieur des bâtiments. C'est-à-dire surtout en milieu urbain, parce que c'est là où finalement le ressenti de la chaleur est le plus fort. Ça veut dire plus de végétalisation, ça veut dire plus d'arbres, planter, créer plus de parcs, d'espaces verts? Alors, en effet, le changement climatique vient exacerber le phénomène d'inconfort en ville. Et donc, la ville est un espace complexe, de par déjà sa tridimension, de par aussi le fait qu'on a des variations spatiales en termes de morphologie, de matériaux qui vont être assez complexes. Et donc, aménager une ville résiliente n'est pas simple. Ce n'est pas uniquement une seule solution, c'est une solution qui est applicable dans un contexte et qui demande à être élaborée en fonction de ce qui est possible de faire, en fonction de son ombrage, de la végétalisation et d'autres paramètres, en effet. Alors, pour revenir à cette clim qui a finalement envahi la planète, on peut le dire, cette clim, elle représente environ 7% de la consommation mondiale d'électricité. Elle émet près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, en rénovant les habitations, en changeant nos habitudes, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Et surtout, est-ce qu'on a les moyens d'y arriver? Alors, il y a déjà beaucoup de choses à faire, des règles assez simples à mettre en place, à mettre en œuvre. La règle numéro 1, c'est se protéger du soleil. Tout ce qui va être protection solaire, extérieure, volets, persiennes, c'est indispensable. Ça peut être généralisé sans trop se poser de questions. La ventilation nocturne est très importante. Le principe, c'est que quand il fait plus frais à l'extérieur, on fait rentrer l'air dans le bâtiment et puis on décharge l'énergie et on garde la fraîcheur. Un troisième équipement qui est très intéressant, c'est celui des brasseurs d'air, les ventilateurs. Au plafond, c'est un peu mieux, ce qui permet de faire passer une température là où à 27-28 degrés, on commence à avoir un peu chaud, habillé comme on est. Avec un brasseur d'air, 27-28 degrés, on est quand même beaucoup plus confortable. Vous voulez rajouter quelque chose, Yasmine? Oui. En fait, il y a des solutions qui peuvent fonctionner lorsqu'on est à des températures qui restent raisonnables. Là, on est entré dans une ère, point de vue climat, qui n'est plus l'ère dans laquelle nous étions avant. Donc, on va avoir de plus en plus de températures qui vont dépasser les 30 degrés. Où il est impossible, par exemple, de travailler dehors, en extérieur. Ben voilà. Là, en venant ici, j'ai vu des personnes qui travaillaient dehors. Donc, il faudrait, dans le droit du travail, j'imagine que ces personnes-là attendent que leurs responsables les autorisent à ne pas travailler. Et donc, il faudra changer le droit du travail pour dire, au-delà d'une certaine température, personne ne travaille dehors. On n'a plus... Donc, responsabiliser, c'est comme ça qu'on va responsabiliser les chefs d'entreprise. Ne pas attendre d'avoir des morts sur nos chantiers pour ensuite agir. Donc, il faut vraiment préparer la société à ces températures qui nous attendent. Et en parallèle, bien sûr qu'il faut travailler à réduire la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre.
Quand je dis qu'il ne faut pas être naïf, on va devoir rafraîchir nos logements, nos bâtiments. En fait, les températures... Mais ça a un coût. Ça veut dire que qui finance? Alors, c'est... Est-ce que ce sont propriétaires de le faire? Alors, on a le choix entre avoir des milliers... En ce moment, on a des milliers de morts chaque été en raison des chaleurs. Si on se pose la question de qui va financer, si c'est la première question que l'on se pose, on va passer de milliers à des millions de morts. De combien de morts a-t-on besoin pour qu'enfin on agisse, qu'on ne pose pas la question que le financement ne soit pas un problème, ne soit pas la première question que l'on se pose. La première question que l'on doit se poser, c'est la protection des citoyens, de tous les citoyens. Et c'est pour ça que, en fait, ça relève plutôt, ça devrait relever d'un ministère régalien. Et ce n'est pas du tout sur le plan écologique. Et à chaque fois qu'on m'interroge là-dessus, on me pose la question sur le plan écologique. Alors que c'est une question régalienne, c'est une question de protection des citoyens. Les gens vont mourir. Donc la prise de conscience, elle doit être politique. Et pour le moment, cette prise de conscience n'existe pas, en tous les cas, pas assez. Alors cette prise de conscience, pour moi, pour le moment, elle est volontariste. Et s'adapter est devenu une obligation, une nécessité. Et pour autant, ça reste un aspect qui est de l'ordre du volontaire des collectivités, des territoires, mais qui n'est pas une obligation aujourd'hui. Et s'adapter, donc ça veut dire quoi, qu'il faudrait quelque chose de plus contraignant? Peut-être de plus légal. De plus légal, de plus encadré. Tout à fait. Mais ce n'est pas juste une question d'adaptation. Il faut faire cette séparation entre adaptation et atténuation n'a plus aucun sens vu l'état de la planète, en fait. Il faut faire les deux en même temps. Il faut absolument travailler sur des solutions qui réduisent notre besoin de climatisation. Et même quand on aura besoin de climatisation, il y a différents types de climatisation. Les exemples qu'on a vus dans le reportage, ça, c'est la pire des climatisations qui puisse exister. On pourrait refroidir tout Paris grâce à la géothermie. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On est très fiers d'avoir, avec Fraîcheur de Paris... Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a aucune obligation de le faire. Et on va refroidir 3 000 ou 4 000 logements, je crois. C'est le résultat, ça a été fait dans le cadre des Jeux Olympiques, et donc ça va continuer. Donc il y a une boucle froide autour de Paris, mais elle est plutôt dans la partie ouest de Paris. Encore une fois, sur la question de l'accès à la végétation, qui contribue à réduire un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant avec les températures qui nous attendent. Lorsqu'on regarde, par exemple, une ville comme Paris, on se rend compte qu'il y a plus de végétation à l'ouest de Paris qu'à l'est de Paris. Qui c'est qui habite à l'ouest? Qui c'est qui habite à l'est? On a tout de suite la réponse, en fait. Et donc, il faut agir vite. Et ça, pour refroidir Paris avec la géothermie, ce qui est possible techniquement, pour que ça se fasse, il aurait fallu qu'on commence il y a 20 ans. Moi, je me souviens d'une thèse, il y a 15 ans, qui avait fait ce calcul-là, d'une thèse de 3e cycle, mais on ne l'a toujours pas fait. Et on est fiers de pouvoir refroidir 4000 logements. Vous imaginez ce que c'est? Et puis, pour parler justement de Paris et de la région parisienne, il y a des points d'eau, on le sait, pour tous les espaces publics, pour que les gens puissent se rafraîchir. On a parlé là des systèmes... quelque part système B, on met un drap humide devant sa fenêtre pour que l'air chaud ne pénètre pas. Mais aussi, ce que met en avant désormais la mairie, c'est que bientôt, les Parisiens pourront se rafraîchir dans la Seine. Est-ce que ça, c'est aussi une solution, selon vous? Alors, je n'avais pas forcément envisagé la Seine en premier moyen de rafraîchissement. En tous les cas, c'est une option. C'est une option, c'est une vraie option. Il y a beaucoup d'options sur la table, beaucoup de solutions techniques. Reste à choisir celle qu'on préfère. Il y a autre chose qui se fait au niveau des grandes villes, notamment, ce sont les cours végétalisés, les cours d'école qui sont débitumisés. On y replante des arbres, ça fait un îlot de fraîcheur, on va dire, on peut s'y protéger. Alors, c'est très bien quand les enfants y sont tout au long de l'année, mais ça peut également servir en dehors des périodes scolaires pour abriter du public, et notamment du public sensible. Et l'autre public sensible, donc il y a les enfants, également les personnes âgées qui sont très impactées par les phénomènes de chaleur. Pardon, allez-y. Je voulais juste revenir sur un point, sur la ventilation nocturne dont beaucoup de personnes parlent. C'est que la ventilation nocturne, c'est quoi? C'est que dans la journée, votre bâtiment emmagasine de la chaleur, et quand les températures baissent dans la nuit, cette chaleur-là est extraite, elle sort de votre bâtiment. Le problème qui se passe avec les vagues de chaleur, et surtout si on passe en situation de canicule, c'est que les températures ne baissent pas suffisamment. Donc votre bâtiment ne respire pas, ne peut pas respirer. Et la pire des situations, c'était ce qui s'était produit en 2003, c'est que les bâtiments sont restés en surchauffe pendant plusieurs nuits, plusieurs jours, plusieurs nuits. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout le temps de reprendre. Et du coup, ils sont devenus des fours où les gens sont morts.
Et puis alors, vous parliez d'habitations qui ne sont pas adaptées à ces chaleurs. Il faut savoir aussi que les immeubles haussmanniens de Paris, les immeubles haussmanniens en général, étaient construits pour justement résister au froid et non à la chaleur. Oui. Ça aussi, tout ça, ces infrastructures devraient être revues. Oui, mais les immeubles haussmanniens restent quand même mieux construits, même en ce qui concerne la chaleur, que les immeubles construits après la Seconde Guerre. Parce que les immeubles haussmanniens, c'est ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Donc, ils sont construits, en gros, en harmonie avec la nature. Donc, il reste quand même, de loin, une meilleure option que tout ce qui est en béton, tout ce qui a été construit après la Seconde Guerre. Ce sont des bâtiments c'est une période où on avait cru, l'être humain avait cru que on allait maîtriser la nature parce qu'on avait la technologie. Là, la nature, la vérité nous rattrape. Amaury, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, il y a d'autres types de bâtiments qui sont très difficilement adaptables. C'est notamment les bâtiments avec beaucoup de surfaces vitrées. Oui. Donc, c'est là où le phénomène de surchauffe est assez dangereux, c'est qu'on va changer de culture. C'est-à-dire qu'on a construit des bâtiments pour s'adapter au froid. Les surfaces vitrées en hiver, c'est très bien parce que le soleil rentre, donc on gagne de l'énergie gratuite, on va dire. Par contre, pour l'été, c'est pas vraiment une bonne chose. Et tous les bâtiments avec des très grandes surfaces vitrées qui sont orientés à l'ouest, au sud, à l'est, ils vont être très compliqués à adapter. Comme le bâtiment de France Télévisions. J'ai pas trop regardé l'extérieur. Il y en a d'autres. C'est pas vous qui l'ai dit. C'est moi qui le dis. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça, heureusement, et il y a d'autres typologies de bâtiments sur lesquels il faudra travailler. Et après, ces façades vitrées ont aussi un impact sur l'espace public. Et on C'est-à-dire alors, on va dire, l'effet on va dire, miroir du rayonnement, qui, de par sa réflexion sur le bâtiment, vient augmenter l'inconfort sur l'espace urbain à proximité. Donc finalement, les baies vitrées, elles contribuent à entretenir cette chaleur. Alors, on ne va pas faire une généralité, mais en tout cas... Indirectement. En tous les cas, elle n'aide pas. Ça peut, et on n'aménage pas un espace public pour améliorer le confort journalier, comme on pourrait aménager un espace public pour améliorer le confort diurne et nocturne. Les deux sont à envisager de façon dissociée, puisque la journée, on va privilégier de l'ombrage et la protection solaire accentuée. La soirée, on va privilégier des espaces qui vont être ouverts pour une ventilation accentuée et une réémission du flux radiatif prononcé pour un refroidissement rapide. Donc finalement, les objectifs premiers du GIEC, on ne pourra pas les atteindre. Alors, ce n'est pas les objectifs du GIEC, ce n'est pas son travail, le GIEC. Ce sont les objectifs des chefs d'État et de gouvernement qui ont signé et ratifié, dans notre cas, les 1,5 degrés, l'accord de Paris. Alors, il y a une chose qui ne va pas dans l'accord de Paris, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de réduction des émissions. Il y a eu confusion entre le succès diplomatique de l'accord de Paris, qui est un succès diplomatique, et le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de réduction des émissions. La seule obligation qu'il y a dans l'accord de Paris, c'est l'obligation de faire des feuilles de route que l'on met à jour tous les 5 ans. Et en fait, les États sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur feuille de route. Si on prend la feuille de route française, plutôt européenne, puisque nous, on soumet une feuille de route européenne, la feuille de route européenne, elle n'est pas alignée avec l'accord de Paris pour une raison simple, avec l'objectif du 1,5, parce qu'elle ne prend pas en compte nos émissions passées. On considère qu'on est tout seul sur la planète Terre, et puis on fait le calcul comme si on était tout seul. Mais en fait, on n'est pas tout seul sur la planète Terre. Et que nous, malheureusement, on hérite un enfant né à Paris aujourd'hui, l'enfant qui est en train de naître là à Paris, dans une maternité parisienne, c'est un enfant qui va naître avec une dette carbone, parce qu'il est né à Paris, juste parce qu'il est né à Paris, pour des raisons historiques. Et si vous ne prenez pas en compte tout ça, vous avez l'impression que vous faites avancer la chose, mais en vérité, il n'y a pas de feuille de route qui était depuis le départ alignée avec l'objectif du 1,5. Alors, cette chaleur qui écrase, on rappelle quand même que 16 départements sont placés en vigilance orange canicule, qu'on attend jusqu'à 35 degrés à Paris, 40 dans l'ouest de la France. Cette première vague, donc cette première grosse vague de chaleur à laquelle la France fait face. On va en parler avec vous, Aurélie Schiller, puisque depuis tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions. Voilà, bonjour à tous. Depuis tout à l'heure, vous pouvez donc poser vos questions via le QR code qui s'affiche sur votre écran et nos invités pourront y répondre. Absolument, et on va commencer avec cette question de Stéphanie. On parle beaucoup de réintégrer des espaces verts en ville, mais est-ce que la présence de plantes dans les logements des particuliers peut favoriser le rafraîchissement de l'espace de vie ?
Alors, c'est pas complètement structurant. Une plante en intérieur, alors c'est très joli, c'est très agréable, mais ça va pas fondamentalement changer le confort thermique. En extérieur, c'est important d'avoir en extérieur pour protéger le bâtiment du rayonnement solaire. Le soleil, c'est le pire ennemi du confort thermique. En été, il faut s'en protéger. Oui. Parce que c'est trop tard. Quand on est dans le bâtiment, le rayonnement, la chaleur est déjà là-dedans. Donc votre plante, elle peut pas. Il faut avant. Il faut que ce soit fait avant, et notamment sur des végétalisations extérieures, c'est ça. Ouais. Ça. Et puis après, le confort thermique, donc la température ressentie, ce n'est pas seulement la température de l'air, c'est une association de différents paramètres climatiques qui sont le rayonnement, la température et l'humidité. Et parfois, le fait d'augmenter fortement l'humidité vient, on va dire, diminuer le confort de par cette augmentation d'humidité. Donc en fait, c'est un bon ratio à trouver entre humidité, température et rayonnement. Puis son activité et les revêtements. Si vous rentrez par exemple dans beaucoup d'intérieurs parisiens, vous avez des rideaux sombres. Tout est fait, tout a été pensé pour l'hiver pendant des siècles. Et rien n'a été pensé pour ces chaleurs-là, pour ces températures-là. On poursuit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec beaucoup de questions. Avec cette question de Sophie, regardez, ne pourrait-on pas privilégier les logements traversants et généraliser l'usage des brasseurs d'air dans les habitations? Peut-être pour vous, Amaury. Absolument. Le brasseur d'air, ça joue sur une des variables qui va jouer sur le confort thermique, c'est la vitesse de l'air. C'est comme le courant d'air qui vous rafraîchit quand vous marchez dans une rue en été. Les logements traversants, c'est très important pour permettre justement cette meilleure ventilation nocturne quand l'heure est frais. D'ailleurs, il suffit de regarder les bâtiments qu'on a construits il y a quelques décennies dans le sud de la France. C'est des murs épais, ce sont des bâtiments traversants avec des volets, et c'est des techniques qui sont tout à fait connues aujourd'hui. Mais encore une fois, ça, c'est une solution pour des températures qui restent raisonnables. Là, on rentre dans des températures de plus de 30 degrés. Ça ne fonctionnera plus, en fait. L'effet va être beaucoup moindre. Et on a un autre souci quand on parle de logements traversants. En fait, c'est un peu tard pour nous parce que la part du stock de logements à construire, à venir, est très, très, très faible en France. Donc, en fait, il faut trouver des solutions avec le parc existant. Et justement, il y a Karine qui nous pose cette question. Faut-il repenser l'orientation des bâtiments pour mieux lutter contre ces canicules? Mais bien sûr. Est-ce que finalement, la nature, c'est ce qu'on appelle avant une habitation, un appartement, une maison orientée sud, c'était le rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, on va complètement changer la donne et dire finalement, on est orienté nord, c'est presque mieux. Il faut se protéger du soleil et il ne faut pas construire. Il y a des endroits où on ne devra pas construire, on ne devrait plus construire en fait, parce qu'il y a des endroits où lutter contre la chaleur qui vient de l'extérieur va devenir de plus en plus difficile. Et il faut penser aussi à l'usage à l'intérieur du bâtiment. On ne va pas mettre une pièce, on va dire, à usage quotidien orienté sud et repenser l'usage à l'intérieur même du bâtiment. D'accord, mais merci. On va enchaîner avec ces questions parce que j'en ai quand même quelques-unes, notamment sur le regard qu'on pourrait porter vers l'extérieur. Tout d'abord, cette question de Paul qui demande pourquoi ne pas profiter de l'expérience des Outre-mer français en matière d'architecture tropicale. Et elle rejoint cette autre question de Timéo par rapport à de nombreux pays dans le monde. Il ne fait pas si chaud en France. Alors pourquoi ne pas prendre exemple sur les pays où il fait vraiment chaud, comme l'Inde ou encore le Mexique? Pour la première question, sur le climat tropical, on le prend en compte, en tout cas dans mes recherches, je m'en inspire beaucoup, mais ils n'ont pas le même climat que pour nous. Ils ont notamment un taux d'humidité qui est beaucoup plus fort et l'étude du confort thermique dans le bâtiment n'est pas tout à fait similaire. Sur la deuxième question, qui était dans les autres pays, alors la dynamique dans les autres pays n'est pas toujours excellente. En Inde, vous avez beaucoup d'installations de climatisation et vivre en ville aujourd'hui en Inde sans une climatisation, c'est très compliqué, notamment par cet effet de rejet de chaleur vers l'extérieur qui va en fait accentuer cet effet de canicule, d'îlot de chaleur urbain et plus les rejets de climatisation. Si vous habitez au milieu sans clim, c'est très compliqué. Alors, encore une fois, la question ne se pose pas de la même façon chez nous et ailleurs, parce que chez nous, c'est pratiquement complètement construit. Chez nous, il faut débitumer. À chaque fois, il faut complètement débitumer. Ça, on peut le faire. Et quand on rénove nos bâtiments, il faut intégrer. Vous savez, tous les projets de rénovation énergétique n'intègrent pas du tout la question d'été, de la chaleur. C'est toujours pas intégré. La réglementation thermique sur l'existant n'intègre pas ça. La réglementation thermique sur les nouveaux bâtiments l'intègre, mais l'existant, elle ne l'intègre pas. Et donc, il faut intégrer la question.
Il faut qu'on arrive à intégrer dans notre fonctionnement, dans la gestion des logements, dans l'organisation de la société. Je parlais tout à l'heure du droit du travail qu'il faut réviser, mais il faut aussi réviser les vacances scolaires, enfin l'école, etc. Parce qu'envoyer des enfants, avoir une trentaine d'enfants dans une salle qui est à 30 degrés, mais ils vont tomber dans les pommes, les enfants. Et c'est ça qui va se produire de plus en plus. Il y a les jeunes enfants, il y a les personnes âgées, enfin bon, les personnes malades. Oui, ce sont les plus vulnérables. Mais après, on peut être jeune et avoir des maladies qui nous rendent encore plus vulnérables à la question de la chaleur. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser. C'est vraiment une question d'organisation de la société pour une planète en surchauffe, pour une France qui va être à une température beaucoup plus élevée que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et Alonso, j'allais vous demander, du coup, il faut tout repenser. Alors, à titre du groupe Engie Europe, lorsqu'on vient réaménager un espace, on ne pense pas uniquement au climat actuel et à l'aménagement du climat actuel, on pense aussi à climat futur. Pour cela, on s'inspire de ce qu'on va appeler les villes à climat analogue. Et donc, on va s'inspirer beaucoup de ce qui peut se faire dans le bassin méditerranéen et réfléchir à, en effet, en 2050, en 2100, comment ces villes vont évoluer, comment la chaleur et le confort va évoluer et comment on peut réaménager en pensant d'abord au futur plutôt qu'uniquement à maintenant. Merci beaucoup à tous les quatre. En tous les cas, on va essayer d'appliquer ces conseils parce que cette canicule, elle va au moins durer jusqu'à dimanche avec des températures extrêmement élevées, notamment demain.